Vous montez une boîte pour être autonome, indépendant, pour faire ce qui vous plaît, pour vous réaliser, ok? Sauf que quelques semaines, quelques mois ou quelques trimestres après, vous êtes enfermé dans une prison. Vous êtes prisonnier de votre système. Et vous avez tout le contraire de ce pourquoi vous l'avez fait. C'est exactement ça, cette cible de clients que l'on a. Et justement, moi, je leur permets, jusqu'à présent, c'est comme ça que je me présentais, moi, ma mission, c'est de vous sortir de cette prison. Et de vous revenir, de vous reconnecter avec le sens profond pour lequel vous êtes engagé. Avant que votre petit flamme intérieure s'éteigne. Exactement. Et ça, c'est vraiment ça, quoi, la problématique de ces gens-là. Ils se sont emprisonnés tout seuls. Et après, celui qui est têtu et bourrin, qui va rien entendre, il compense par des heures, des heures, des heures et des heures. Et c'est pire. Parce que plus il fait d'heures, plus il est coupé. En fait, il travaille, il est salarié de son entreprise, sans le savoir, tu vois. Mais il ne travaille pas sur son entreprise. Il travaille dans son entreprise. Le dirigeant, c'est celui qui fait quoi? 10%, comme c'est des petites structures, tu peux pas les couper à 100% de l'opérationnel. Mais le vrai dirigeant, pour moi, dans ces structures-là, c'est celui qui va faire un maximum 10% de son temps en opérationnel et 90% de son temps à diriger. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 95% en opérationnel et 5% à diriger. Hier matin, je suis une boîte informatique ici, cybersécurité, 17 ans qu'elle est installée. Et je lui ai dit hier, bon, première étape, il faut qu'on gagne de la rentabilité. Tu as trop de charges par rapport à ton chiffre d'affaires ou tu n'as pas assez de marge, peu importe. Donc, tu veux pas toucher à la structure, ok, il faut qu'on développe. Donc, premièrement, en plus, tu as des difficultés en trésor. Allez, sors-moi ton tableau de trésor. J'en ai pas. J'ai dit, par contre, avant, t'as pas. Ben, écoute, on va me faire un. Ben, je sais pas le faire. Ok? 17 ans, hein? J'ai dit, ben, c'est pas à toi de le faire. Tu as bien une assistante administrative qui te fait la compta. Ah oui, mais je lui délègue pas ça. Tu vois, le manque de confiance ou la peur que la fille voit avec. J'ai dit, putain, mais elle travaille pour. Tu vois, t'as rien compris. En fait, elle travaille pas pour toi. Elle travaille dans ta boîte, mais elle n'est pas associée à ta boîte. Et elle n'est pas associée dans le projet. Donc, je l'ai convoqué, la fille, je l'ai appelée, j'ai dit, Carole, vous envoyez les factures, etc. Pourquoi vous faites pas le suivi des encaissements, des trucs et tout ça? Ah, ben, je ne dis pas, il faut demander à Mathieu. Il s'est retrouvé comme un con, il a fermé la porte. Il me dit, ah non, tu me mets en difficulté. Non, je te mets en responsabilité. J'ai dit, Mathieu, tu me payes pour avancer. Et je ne suis pas là. Ouais, ben, ok, excuse-moi, ça te fait mal. Ben, écoute, tu mets ton ego mal placé dans la poche. Mais moi, la semaine prochaine, je vais t'envoyer dès aujourd'hui, dès demain, un tableau de trésor. Et semaine prochaine, je veux qu'il soit rempli. On va le finaliser ensemble. Et ta première préoccupation le matin, quand tu arrives, c'est regarder la trésor, c'est regarder le cash. Le BFR, c'est le nerf de la guerre. Si tu maîtrises pas ton BFR, t'es mort. Besoin en fonds de roulement, ouais. Et le mec, 17 ans, une boîte qui fait quand même 1,6 million, qui a 12 salariés, ça te trouve le cul, quoi. Et le mec, il est bon, hein, c'est un geek, tu vois, c'est pas un abruti, quoi. J'ai l'impression que je maîtrise tout, quoi. Alors que moi, je peux te dire que j'ai pas du tout la sensation que je maîtrise tout. Je suis curieux de tout, je sais te parler un peu de tout, mais je suis pas un expert de tout, quoi. Ils sont dans quelle phase de vie? Ceux qui ont 40 ans à peu près, là, les dirigeants. Ils sont en phase de vie où ils veulent vraiment exploser leur boîte et aller construire du patrimoine. Ils sont dans une phase de vie où ils veulent sécuriser. Ils sont... Quelle phase de vie? Ouais, non, ils sont dans la phase de vie où ils veulent développer. Parce qu'en fait, ils sont meurtris parce qu'ils n'arrêtent, tu vois, le cas typiquement de ce gars, ben, tu vois, 17 ans, il se fait plaisir et tout, mais il s'aperçoit que ça n'a pas de sens. Il me dit hier, ouais, tu vois, ici, je me suis dit, bon, ici, je comprends pas, tu as deux agences, une ici et une à 30 km d'ici. Ici, c'est le trou du cul du monde, c'est un bled, je vois pas l'intérêt. Que tu montes une agence à Pau, une agence à Mont-de-Marsan, ça fait ça, il y a deux tissus différents, des clientèles, mais là, ça, bon, en plus, tes bureaux, ils sont dégueulasses. Il me dit, mais justement, je souffre de ça, parce que mes bureaux ne sont pas à la hauteur de la compétence, de la renommée et de ce que l'on sait faire. J'ai dit, pourquoi tu les gardes alors? Tu vois, pour te dire, donc le mec, 17 ans quand même, c'est 3 ans, quoi. Là, c'est du concret, là, c'est pas ce que je pense, ça, c'est du factuel, quoi. Tu vois, le mec, il a une agence à Aire-sur-Adour, c'est un bled, hein, dans les Landes, là, pas loin de chez moi, et une à Mont-de-Marsan, où il y a 30 minutes. Mais ça n'a aucun sens. Ça lui fait dupliquer des coûts, des frais, etc., pour rien. Et en plus, je lui dis, il y a un truc que je comprends pas, vous n'avez même pas les mêmes procédures. Putain, mais c'est pas possible, ça. Donc, ils sont dans une phase ils ont un besoin de développement de rentabilité avant tout, développement de leur affaire, pour aller chercher ensuite, oui, de la rentabilité personnelle, quoi. Soit une aisance financière, soit combler des désirs. Voilà. Ils se payent 4000 balles, 3500 balles, 4500 balles, parfois 5000 balles. Et quand ils se payent, ils font du yo-yo. Un coup, ils se prennent 6000, un coup, ils se prennent 2000, parce qu'ils ne peuvent pas soutenir la cadence.
Ils n'ont pas, la rentabilité, ils n'ont pas la trésorerie. Moi, les mecs que j'accompagne, de toute façon, je les choisis, c'est des bonnes personnes. Donc, c'est des mecs qui, leur équipe, ça compte quand même s'ils sont maladroits dans l'association des tâches, dans la répartition, dans le fait de partager plus, etc. Ils sont quand même tous préoccupés par d'abord payer leur salaire. Ça, c'est ça partout. Et le patron, il va se payer après eux, ça c'est sûr. Ok, donc ils sont en mode leader, ils pensent déjà aux autres avant de penser à eux. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont les ingrédients, si tu veux, de la culture d'entreprise qui est sous-jacente. Elle est endormie, quoi. Ils savent pas, ils sont dans le déni, ils savent pas ce que c'est, mais ils ont des bribes, quoi. Voilà. Ils me perçoivent plus comme un coach mentor que comme un consultant, tu vois. Certains ont déjà une expérience avec des consultants et ils me disent, putain, avec toi, ça change, quoi. Le consultant que j'avais avant, il me cirait les pompes, et toi, tu me rentres dedans, tu me fais pas plaisir, tu me dis la vérité, et ça me plaît, quoi. C'est pour ça, tu vois. Donc, ils sont, voilà, ce qu'ils apprécient chez moi, ils me cataloguent tous comme mentor, coach et consultant en dernier, mais pas comme un consultant encravaté, tu vois. Mais tu sais que je commence toujours, avant d'attaquer ma mission, je vais dire, voilà, d'abord, il faut qu'on fasse un petit test de compatibilité. Il faut que vous sachiez que moi, je suis un pitbull. Je vais vous dire des choses très, très désagréables. Et si vous m'arrêtez pas, si vous me mettez pas un carton jaune et un carton rouge, je vais continuer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de vous connaître à 4000%. J'ai besoin de vous connaître mieux que vous. Sinon, ça marchera pas. Et je dis, vous connaître, c'est pas me dire, j'ai 35 ans, marié, 2 enfants, et j'habite là, et j'ai une bagnole et une maison. J'en ai rien à foutre de ça. Ouais. Vous connaître, c'est qui tu es, qu'est-ce qui te drive, pourquoi tu en es là, qu'est-ce que tu aimerais faire. Imagine, alors, parfois je les décontenant, j'ai dit, imagine que tu es lucide, et que dans 1 minute, tu vas décéder, tu décèdes. Et tout d'un coup, tu as un flash et tu vois ta vie. Quelle est la trace, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Incroyable, tu vois. Donc, voilà. Et donc, je leur dis d'entrée, si ça va trop loin, vous me le dites. Mais si tu me dis pas stop, moi, je continue. Pourquoi? Parce que je suis là pour te transformer et pour transformer ta boîte. Ouais. Donc, je suis pas là, au départ, pour partir en vacances avec toi. Mais je leur dis comme ça. Je suis pas là pour me faire des copains ou pour me faire des relations. Je suis là pour bosser. Et je commence tout le temps par ça. Comme ça, c'est clair. Après, il n'y a pas de surprise. Parce qu'après, ils savent que je suis très direct, très cash, très autoritaire. Je lâche pas. Si j'ai dit, attends, on a dit qu'on faisait ça, tu l'as pas fait. Tu m'emmerdes. Tu vois, je vais pas prendre des gars en disant, oui, mais pourquoi monsieur X, vous l'avez pas fait, quoi? Tu sais quoi, tu me casses les couilles. Ça fait 2 fois que tu me dis que tu le fais pas. Alors, tu sais quoi, la prochaine fois, je viens pas. Parce que moi, j'ai autre chose à foutre. Et puis, comprends bien que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai pas envie à mon âge, j'ai pas envie de me casser les couilles avec quelqu'un qui avance pas. Mais c'est dur, quoi, tu vois. Et je leur dis comme ça. T'es pas là pour qu'ils t'aiment, quoi. Ok. Au départ, non. Mais par contre, après, ils s'attachent rapidement. En fait, j'ai 2 trucs. Moi, je travaille qu'avec des mecs qui m'aiment bien, sinon, je peux pas. Et voilà. Et si ça m'aime pas, de toute façon, je le ressens à l'entretien et j'y vais pas. Ou parfois, je me fais avoir. Tu vois, là, j'ai voulu suivre il y a 2 ans et demi un mec que j'aimais bien parce qu'il est brillant, parce qu'il avait 10 000 idées à la minute. C'était une cocotte minute, il était intéressant, il a une capacité de travail phénoménale, mais c'était vraiment un narcissique, mais con comme la lune, quoi. Et donc je lui ai dit, écoute, c'est quand même dommage, Florian, tu gâches tout. Donc en fait, toi, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire avec toi, mais comme ça, hein. Il faudrait te mettre en prison tous les jours. On devrait aller te chercher à 8 heures, te faire travailler et à 6 heures te remettre en prison pour éviter que tu fasses des conneries. Parce qu'entre 6 heures et 8 heures du matin, tu as souscrit 50 000 applications, tu as fait 50 000 trucs et tu vas jamais au bout du bout du bout. Et en plus, tu es un manager comme moi, tu es dirigeant, tu n'es pas dirigeant, etc., etc. Alors tu sais quoi? On va arrêter là parce que tu vas aller dans le mur. Tu vas te casser la gueule. Je te le souhaite pas, mais tu vas aller dans le mur alors que tu es assis sur une mine, sur un trésor et tu le sais pas. Et tu sais quoi? J'ai arrêté il y a 1 an et demi. Là, il n'a même pas pu me payer les 2 mensualités dernières. Redressement, il est en procédure de redressement judiciaire. Tu vois, je l'ai senti, quoi. Pourtant, le mec, il est brillantissime. C'est à la fin, c'est qu'il passe du stade de faire à faire faire. J'ai vu ça. Ouais. Et un dirigeant, c'est ça. Un vrai dirigeant, c'est celui qui fait. C'est celui qui fait faire. Tu sais, moi, je suis un garçon très pragmatique. Ne l'oublie pas, hein, je sors de la campagne. Si ce que tu as fait une fois, tu peux le répéter 10 000 fois. Mais tant que tu l'as pas fait une fois, tu sais pas comment le faire. Donc, si le mec il a eu un résultat positif une fois, soit il a eu un grand coup de peau, mais ça m'étonnerait. Donc ça veut dire qu'il est capable de le faire. Donc ça veut dire que c'est juste la manière dont il s'est pris.
ou c'est de la manière dont il s'y prend. Enfin, avec l'adolescence, l'enfance et la vie que j'ai eue qui était très très dure, j'ai jamais été habitué à gaspiller de l'argent bêtement, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu longtemps, mais même aujourd'hui, même si je peux me le payer, putain, quand je vais dans une grande ville et que j'ai une chambre, parce qu'il n'y a plus rien, à 250 ou 300 euros, je peux me la payer, mais ça me fait chier, quoi. Tu vois, ça me gonfle, quoi. J'ai dit, putain, mais je vais dormir pareil, quoi. J'ai pas besoin d'une chambre à 250 ou 300 balles, tu vois. Et ça, je pense que ça vient de tes racines, quelque part, quoi, tu vois. Moi, j'ai appris qu'en me tapant la tête contre les murs. Et je pense que quand tu te tapes la tête contre les murs, tu te tapes pas la deuxième fois, quoi. La première fois, ok, mais la deuxième, ça fait mal, quoi. Tu vas pas, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de dirigeants que j'accompagne, ils sont plutôt dans ce cadre-là, quoi. Ils font des erreurs, ça leur coûte cher, ils font attention. T'as ta boîte depuis 40 ans, mais c'est que depuis 20 ans que tu coaches, on est d'accord? Ouais, ouais, parce que je voulais préparer ma retraite, entre guillemets, puis je me voyais pas. Moi, j'ai deux mots que je déteste, aux grandes dames de ma femme, c'est retraite et vacances. C'est un calvaire pour moi. Et jusqu'à il y a peu, le dimanche, c'était le jour le pire de la semaine. Et quand j'ai senti que l'âge de la retraite arrivait, je me voyais pas rester sans rien faire. Et j'ai un banquier qui m'a suivi quand j'ai été au fond du seau, là, quand je me suis retrouvé SDF, là. Il m'a bien suivi, il a toujours cru en moi. Il m'a dit, putain, mais Angèle, t'es vachement doué. Tu devrais faire de l'accompagnement de dirigeants parce que tu es vraiment bon pour gérer les boîtes. Je dis, t'as la preuve. Hein. Je suis tellement bon que je suis dans le mur. Quoi. Je me suis mis au cimetière. Regarde comment je suis bon. T'es con ou quoi? Il m'a dit, non, mais ça, c'est une erreur de parcours parce que tu as confondu vitesse et précipitation. Mais moi, je suis certain que c'est un truc qui tirait super bien. Et en plus, ça permettrait d'aider vachement de monde. Alors lui, c'est un banquier dans une ville moyenne, il reçoit des mecs comme ça tous les jours. Je dis, putain, il sait de quoi il parle, tu vois, il me raconte pas des conneries. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Okay. Et donc, je suis parti d'ailleurs pour le faire. J'ai souscrit une franchise qui aujourd'hui, qui s'appelle Wikane, W-I-K-A-N-E, hein, qui était très très haut de gamme. Ils faisaient de l'accompagnement. Je suis rentré chez eux, alors que je pensais pas y rentrer, parce que les mecs qui étaient, c'était tous des bacs plus 7, plus 15 ou plus 20, master de machin, expert de je sais pas quoi, docteur en quoi. Et moi, j'étais comme un balai, avec zéro diplôme. Et le mec, il m'a pris parce que j'étais justement complètement asymétrique par rapport aux autres. Et surtout, il m'a pris parce que moi, j'étais un dirigeant qui allait voir un dirigeant. J'ai dit, moi, je connais rien de ce que tu fais. Stratégie, finance, tout ça, j'ai des bribes, mais j'y connais rien. Mais par contre, moi, j'ai un avantage par rapport à tous tes mecs qui sont chez toi, que tu as franchisé, c'est que ce sont, je lui disais déjà, des consultants encravatés, alors que moi, je suis un dirigeant qui va aller voir un dirigeant. Et ça, c'est vachement différenciant. Et c'est pour ça qu'il m'a pris. Et très rapidement, voilà, il me dit, mais ça coûtait quand même 45 000 balles hein, de droit d'entrée à l'époque. 45 000 euros, plus 2 000 euros de royalty par mois. Donc, t'as intérêt à te bouger le cul quand même, tu vois. Bah oui. Et il me dit, mais sois patient, parce qu'ici, le meilleur, il n'a jamais signé la première mission, c'était des grosses missions. Jamais ça se signe avant 15, 18 mois. Avant la fin de l'année, moi, il faut que je te casque les 45 000 euros. Moi, j'ai pas le choix. Il faut qu'avant la fin de l'année, j'ai payé au moins les 45 000 euros. Et le 2 novembre, je suis rentré. Le 18 novembre, j'ai signé ma première mission à Biarritz, dans une boîte là d'accompagnement d'événementiel. Et devine quoi? Combien j'ai vendu la mission? 45 000 euros. 45 000. Voilà. Et donc, il me dit, putain, tous les mecs, c'est un phénomène, comment il fait? J'ai dit, alors maintenant, j'ai signé, mais maintenant, aidez-moi, parce que je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Voilà, et c'est parti comme ça. Et au bout de, quand ils ont vu que j'avais des résultats, il me dit, ça serait bien que tu ailles accompagner les mecs parce qu'ils n'arrivent pas à signer. Au début, je pensais que c'était une bonne idée. J'y suis allé, je les ai aidés. Et très vite, j'ai vu que c'était une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, le mec, il signait avec moi et pas avec lui, quoi. Et quand je me barrais, après, ben, il était frustré, quoi. Parce qu'il avait plus Angèle, tu vois, comme interlocuteur. Quand tu as eu le déclic de commencer à faire le coaching, tu dis que c'est parce que tu as... Ah non, là, non, c'était pas eux. Non, là, c'était avec Orbea, une entreprise basque quand je suis rentré, ils faisaient des 300 000 vélos pour Carrefour, ils perdaient des ronds. Et je leur ai dit, on va arrêter toutes ces conneries, on va devenir une marque internationale. Et ils savaient pas faire un vélo. Ils me disaient, mais t'es malade, t'es un grand malade. Qu'est-ce que tu veux qu'on devienne une marque? On arrive. J'ai dit, ben, écoute, si vous continuez comme ça, vous êtes mort. Vous êtes 180 socios, parce que c'est une coopérative, vous allez mourir. Donc, je suis allé avec le patron, avec le gérant, à Carrefour. Je dis au mec de Carrefour, voilà, monsieur, on est au mois de mai. Au mois de septembre, on arrête la collaboration. Trouvez-vous notre fournisseur. Il me dit, mais vous savez avec qui vous parlez? J'ai dit, ouais. Il me dit, vous parlez à Carrefour.
Et je lui dis au mec, non, je parle pas à Carrefour. Je parle à un mec qui travaille chez Carrefour et qui me casse les couilles et qui doit gagner 1800 balles par mois. C'est pas la même chose. Je dis, mais écoute, Miguel, il s'appelait Miguel. Je dis, écoute, on en a rien à foutre. On est en train de crever avec ces gens-là. On va créer notre propre marque. Et tu vois, cette boîte, je suis resté 22 ans. Mon fils, j'ai remis mon fils à ma place quand je suis parti. Et aujourd'hui, cette boîte, elle fait 500 millions d'euros. Tu te rends compte? Et elle est dans le top 5 mondial. Il faisait combien à l'époque quand t'es arrivé? Quand je suis arrivé, il faisait, je me rappelle pas, 10, 12 millions, mais il perdait des ronds parce que c'était des vélos, ils gagnaient rien, quoi. Tu sais, Carrefour, ils te saignent, quoi. C'est eux qui gagnent un peu, mais toi, tu gagnes rien. Ils te demandent toujours plus, mais voilà, en fait, ils t'enferment, quoi. T'es complètement dépendant. Et Decathlon, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Et donc, j'y suis resté et on a fêté le 175e anniversaire avant que je parte. Et tu vois, ils m'ont fait un cadeau incroyable. Ils ont tourné un film pour le 150. Et puis je savais, ils me demandaient plein de trucs. Et putain, dans ce film, ils m'ont consacré 20 minutes du film sur tout ce que j'avais amené, ce que j'avais fait. Voilà. Donc, enfin, c'était ma deuxième famille, quoi. Et c'est là où j'ai eu le déclic de dire, putain, des boîtes comme ça, structurées, grosses, c'était un gros truc quand même. Tu vois ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bah oui. Et c'est là où ça a été le déclic. 10, 12 millions d'euros par an. Tout est optimisé, tout est bien, le dirigeant, c'est le boss. Alors qu'en réalité, tu rentres dedans et les gens, ils savent pas ce qu'ils font. C'est ça qui est surprenant. Il y avait rien, il y avait pas, il y avait juste quelqu'un au RH, parce que c'était une grosse boîte. Il y avait quelqu'un aux achats, mais tout ce qu'il achetait, c'était de la ferraille au kilo, parce qu'il faisait que des vélos de merde pas chers. Quand j'ai commencé, moi, à dessiner, parce que là, j'ai tout fait. J'ai dessiné les modèles, j'ai choisi les fournisseurs, j'allais en Asie avec lui, il savait même pas. Lui, il achetait des trucs qui coûtaient 1 euro, moi, je lui demandais d'acheter des trucs à 200 euros pour monter sur les vélos. Il m'a dit, mais Angèle, on va tout manger, qu'on va aller dans le mur. Il comprenait rien, il savait rien. Donc, il n'y avait pas de RH, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de service commercial, il n'y avait rien. Un parcours sensationnel. Ça, j'ai appris, Et en plus, j'étais au fond du seau. Parce que quand je suis allé la voir, c'est là où j'avais déposé le bilan et j'ai été déclaré en faillite personnelle. Ça a été dur. Donc, j'étais au fond du seau et il me dit, vous allez rebondir, c'est pas possible. Et là, j'étais au fond du seau. J'ai eu ce contact avec cette boîte. Je suis allé les voir alors que j'étais mal, quoi. J'habitais chez une copine pour tenir. Que j'avais connue en faisant du sport. Parce que quand je me suis cassé la gueule, je n'allais pas revenir à la maison une main devant, une main derrière. Et là, je suis allé là, je leur ai dit, écoutez, j'ai appris que vous voulez vous développer, j'ai appris que vous êtes en difficulté, vous n'avez pas le choix. Soit vous me prenez, soit vous allez exploser. Il faut être gonflé, alors que j'étais au fond du seau, quoi, j'étais mort. Voilà. Et voilà comment ça a démarré la renaissance du phénix. Le phénix. Ok, ouais, c'est très inspirant. Et tu as dit un truc qui a retenu mon attention. Pourquoi le week-end et les vacances, pour toi, c'est une horreur depuis des années? Parce que j'ai l'impression, d'abord, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Il n'y a pas grand-chose qui me passionne. Et à part le sport, j'aime lire, voilà. Moi, j'aime beaucoup les arts. J'aime le cinéma, j'aime la lecture, j'aime la solitude. J'aime pas quand il y a du monde, ça m'insupporte. Et quand je les écoute, c'est insupportable. Et là, je me suis calmé, mais à un moment donné, j'étais très, très agressif, quoi. Alors, à un moment donné, j'arrivais à un carrefour, un mec qui klaxonnait, je sortais de la bagnole, un jour, j'ai mis un coup de boule à un mec, quoi. Le mec, il est allé au commissariat. Heureusement que je connaissais le policier, sinon ça aurait pu me coûter très très cher. Donc je suis vraiment un calme. Hein, voilà. Je me suis un peu calmé là, heureusement. Mais est-ce que tu aimes te retrouver avec toi-même, être dans le silence, être dans la réflexion? Ça te ouais, beaucoup. pas forcément. Ouais, beaucoup. Et c'est là où je suis. D'ailleurs, mes sources d'inspiration, c'est souvent quand je suis tout seul avec moi-même, quand je fais du sport, je marche ou je fais du vélo pendant 3 heures. Les meilleures idées, elles me viennent. La première heure, j'en chie, je suis pas bien, je pense à l'effort. Mais après 1 heure, je suis sur une autre planète. Et c'est là où, en général, c'est là où me viennent toutes les idées. Et c'est là, comme ça, d'ailleurs, que j'avais dit, un jour, j'ai une expérience. J'ai consacré une journée à ma femme pour aller faire du shopping à Toulouse. Chose que je déteste, mais je déteste, quoi, tu vois. Et quand je suis rentré de cette journée, j'étais éreinté. Je me suis assis sur le perron, là, au château, et j'ai expiré comme un chien. Tu sais comment font les chiens, là. Et là, tout d'un coup, j'ai senti, comment te dire, une quiétude, un bien-être. Je me suis trouvé dans la paix, tu vois. Et là, j'ai vu que quand j'étais dans ce moment-là, là, tu te détaches de tout. Là, tu n'es plus en prise avec ton mental, avec ton ego, avec ton émotionnalité, positive ou négative. Et là, tu es en état, mais incroyable. La capacité de création que tu as, la clairvoyance que tu as, la facilité, tout te semble clair, pur, facile, etc. Et donc, maintenant,
Ça, je le faisais sans le savoir et je le ressentais sur le vélo après 1 heure et demie. Et maintenant, je me suis habitué à le cultiver avec cette expiration, mais je ne peux pas faire ça devant les gens, ils vont me prendre pour un taré. Donc maintenant, je me suis mis des codes et tu vois, j'arrive à le faire en me vidant la respiration jusqu'en bas du ventre et je fais ça. Là, tu vois, c'est pas gênant. Et en 30 secondes, boum, je me mets dans cet état-là. Et quand je vais voir un dirigeant, je commence par ça, tu vois. Et quand je sors de là, un truc, je fais ça. Et quand je reviens, c'est ce qui me permet. Donc, et ça, j'aimerais bien le modéliser. Parce que ça, je pense que c'est un atout considérable. Et ça, c'est le vrai point. Voilà, le fameux point G dont on parle. Eh bien, le point G du dirigeant, pour moi, c'est celui-là. Quand tu es dans cette attitude-là, que tu t'es complètement dégagé de ton mental, de ton ego et de ton drama, hein, à ce moment-là, tu as une lucidité, une clairvoyance, une précision chirurgicale. Et tu vois les choses, tu as les opportunités qui se présentent. Ok. En tout cas, pour moi, ça marche, c'est ça. Bah, on va essayer de le modéliser. Donc oui, ok. oui, j'aime me retrouver avec moi-même dans ces moments-là parce que, ouais, et puis après, ouais, j'aime pas la foule, quoi. J'aime pas la foule, j'aime pas, tu vois, aller sur la plage, rester, ma femme, elle adore ça, mais moi, au bout de 5 minutes, je tourne en rond, quoi. Il faut Fais que je me chier, t'as barre. envie d'aller bosser. Pareil. Mais du coup, c'est pas du tout le silence qui te fait peur ou le truc parce que t'es très bon sur ça. Ce que t'aimes pas dans le week-end et ce que t'aimes pas dans les jours de repos, etc., c'est que peut-être que l'environnement autour aussi est en repos et toi, t'as envie de continuer la cadence, c'est ça? Voilà, tout s'arrête, et puis en plus, comme je suis quelqu'un je déteste la norme. L'autoroute de la bien-pensance, ça me casse les couilles. Quand quelqu'un me dit prends à droite, ma conviction, mon intuition me dit prends à gauche. Tu vois, explore une autre voie. Quand il y a consensus, pour moi, c'est dangereux. C'est pas la bonne La solution. masse a souvent tort. Tu vois, voilà. Et donc, j'ai l'impression que le dimanche, tout s'arrête et je trouve ça complètement injuste. Et après, c'est des questions métaphysiques de débile que je me pose. Pourquoi le dimanche, c'est aussi truc? Pour moi, c'est un jour comme les autres. Tu vois. Bah, c'est ça. Bah, en tout cas, sur ça, on s'est bien trouvé parce que moi, les vacances, pareil, et le dimanche, enfin, il n'y a pas de dimanche en fait, il n'y a pas de jour de la semaine, c'est juste je Voilà. bosse. C'est Mais tout. après, je dis pas que je suis bien et que c'est un exemple. Ça m'a coûté. Moi, voilà. Aujourd'hui, je peux dire avec du recul, oui, ma vie pro, elle est à peu près réussie. Ça a été dur. Ça a été un calvaire par moments. Ça a été, oui, comme je l'ai dit, des descentes vertigineuses et des ascensions très dures. Mais moi, il y a quelque chose à l'arrivée. Bon, en partant d'où je suis parti, voilà. J'aurais pu faire mieux, mais j'aurais pu faire bien pire. Ça aurait pu être En tout bien cas, pire. Ouais. voilà, j'avais rien qui me destinait à arriver là. Moi, ce que je revendique fort, et ma vraie différence, c'est que tout l'accompagnement que je fais, il n'est pas appris dans les livres, il est vécu. Moi, tout ce que je délivre, c'est parce qu'à un moment donné, je l'ai vécu. La situation que connaît le dirigeant au jour le jour, forcément que dans ma vie, depuis 45 ans, ou je sais pas combien de temps, hein, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 50 ans, je l'ai vécu. Forcément que je. Donc, pour moi, c'est facile quelque part, parce que je reproduis, ni plus ni moins, ce que j'ai vécu en en tirant les enseignements, les leçons et en améliorant. Moi, en fait, je déteste les objectifs. J'aime pas les objectifs. Moi, je me fixe des objectifs parce que je me challenge. Mais moi, ce que je veux, je travaille et je le dis aux dirigeants. Moi, ce qu'on travaille, c'est sur ta nouvelle identité. OK? Et travailler sur ton identité, c'est comment, pourquoi, et c'est tous les jours. Et tu as sûrement beaucoup lu, parce que tu dois être un mec curieux comme moi, le 1% d'amélioration quotidienne, au bout de 5 ans, Excel, il sait même pas combien calculer l'effet cumulé que ça te produit. OK? 1% tous les jours, c'est rien du tout. Et donc, moi, il se passe pas une journée, même aujourd'hui, même si j'ai une journée chargée comme hier, où j'apprends pas un truc. C'est impossible. On est... Donc, quand j'ai tout ce vécu que j'ai pris dans la gueule, que j'ai payé, que j'ai souffert, que j'ai amélioré et que je continue à m'améliorer tous les jours parce que je suis curieux, parce que je m'entoure de jeunes, parce que je les écoute, parce que je m'intéresse à tout. Même si je maîtrise pas, je veux savoir à quoi ça sert et comment ça marche. Après, je suis une tocard, je sais pas faire, mais au moins j'ai compris. Tu vois, et c'est obligé. Et finalement, mon accompagnement, il me ressemble à 4000%, quoi. On est... En anglais, on dit que t'es founder market fit. Voilà. Ok. Ouais. Mais Tu te rends compte que je rentre dans une banque à l'époque, en 1974, le 2 janvier 1974, on rentre dans une promotion 12 mecs, sans piston. Je rentre là, à la fin de la journée, le patron, le formateur qu'on avait d'intégration, tout le monde était content et moi je faisais une gueule de 100 pieds de long. Le mec, il vient me voir, il me dit, Angèle, vous avez un problème? Tous vos collègues sont hyper contents et vous êtes triste à mourir. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Sangla, il s'appelait, je me rappelle, Raoul Sangla, je suis désolé, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ça me plaît pas du tout.
Il me dit, bon, et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il avait un certain âge. Il me dit, moi, dans le pire des cas, j'aimerais être au moins comme vous, quoi. Premier jour où je rentre, je ne connaissais pas ce que c'était un chèque, un truc comme ça. Il m'a pris sous sa coupe, il m'a dit, Angèle, tu peux le devenir, ça ne dépend que de toi. Et je me suis mis à bosser, il m'a dit, en 5 ans, si tu bosses, tu peux avoir un bureau. Et si tu es bon, si tu le fais en 3 ans, tu accélères. Je l'ai fait en 3 ans, et en 3 ans, j'ai eu le bureau. J'étais responsable du bureau. Tu vois, ça, c'est Angèle. Il faut être taré. Tout le monde faisait la fête, ils étaient contents à la banque à l'époque. En 1974, le Crédit Agricole faisait partie du top 3 mondial des meilleures banques. C'était pas rien. Je parle en 74, je parle pas maintenant. Et tous les mecs étaient heureux, et moi j'étais à la rue, tu vois, et je lui dis au mec, il faut avoir le culot, alors que je connaissais rien, mais moi ce que j'aimerais, monsieur, c'est être à votre place. Mais qui dit ça? Un mec normalement constitué, il peut pas faire un truc comme ça. Ouais. Mais ça te donne déjà le style du bonhomme, quoi, complètement atypique, incontrôlable, voilà. Et on peut encore t'es pas assez différencié par rapport. Enfin, la personne que tu es, que j'en appelle, je la vois pas à 100% dans les écrits que je lis. Et le travail qu'on va faire, ça va être d'avoir cette singularité que toi tu as qui te caractérise, la retranscrire à 100% dans les écrits aussi. En fait, souvent on pense que la vulnérabilité ça nous affaiblit alors que ça nous rend plus fort aux yeux des autres. C'est l'inverse. Non, mais moi c'est une des caractéristiques que j'ai. Moi, c'est authenticité, vulnérabilité. Et le côté cash, sincère, honnête, voilà. Et puis surtout la curiosité de l'amélioration continue, quoi. Là, pour moi, voilà, la vie, elle est trop courte, t'as pas le droit de perdre une seconde. Ah, j'ai perdu mon frère quand il avait 18 ans, donc ouais, j'ai bien conscience de ça. Et je suis aligné avec ce message. Moi, je suis l'opposé de ce mec-là. D'ailleurs, tous ces gars, ils te disent tous, et c'est écrit dans leur contrat, monsieur X, moi j'ai un devoir de moyens. J'ai une obligation de moyens. Moi, je dis au mec, je ne peux pas vous l'écrire parce que c'est interdit par le code déontologique de la profession, mais moi, je me mets une obligation de résultat. Hein? Et le mec est encravaté, quand il va avoir un dirigeant, et je l'entends, il faut bien qu'il bouffe. Ce qu'il veut, c'est pas perdre son dirigeant pour être payé. Moi, franchement, quand je vais voir le dirigeant, je ne pense jamais à ça. J'en ai rien à foutre. Parce que je sais que si je fais du bon boulot, il pourra pas me... En fait, moi, j'ai construit toute ma vie, depuis que j'ai compris, si j'arrive à étonner les gens avec qui je suis tous les jours, à les surprendre, mon avenir, il est garanti. Le jour où je ne vais plus le surprendre, je suis mort. Pourquoi? Parce que l'humain, il est comme ça. Il ne faut pas s'attacher à des conneries. Il te dit, le mec, il est bon, ceci, ça. Oui, il est bon tant qu'il a besoin de toi. Quand il n'a plus besoin de toi, et c'est logique, c'est la rançon de la gloire. C'est le, voilà. Et tu vois, et là, j'accompagnais un mec que j'adore depuis presque 2 ans. J'ai senti que là, on était dans un creux, je ne pouvais plus apporter grand-chose. Eh bien, j'ai anticipé, je lui ai dit, écoute, Greg, on va arrêter là, parce que j'ai fini l'étape. Aujourd'hui, ta prochaine étape, tu n'as pas besoin de moi, et je me sens pas bien de te facturer tous les mois quelque chose pour lequel j'apporte plus. Tu vois, et le mec, il m'a dit, putain, Angèle, non, on a signé un contrat. Écoute, je m'en fous du contrat. C'est moi qui prends la décision. Et tu sais quoi? C'était le 16 septembre, j'ai dit, écoute, même le mois de septembre, moi, je te le facture pas. Mais ça, pour moi, ça a une valeur considérable. Et je peux dire que ce mec, il m'adorait déjà. Tu vois, et ça vaut tout l'or du monde. Et bien, ça, j'espère que je vais rester longtemps comme ça. Tu vois. Ok. Voilà. Et ça, c'est la différence. Et donc, quand tu surprends quelqu'un tous les jours, chaque fois que tu l'as, que tu lui amènes une nouvelle qui t'attend pas, là, tu marques des points considérables. Et le jour où tu le surprends plus, t'es mort. T'es mort, ouais. Et malheureusement, 99% des consultants là, en cravaté, là, et ils sont bons, hein, il y en a, moi j'en connais, très très bons techniquement. Moi j'aime des copains, très 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 bons. Mais putain, ils sont pas là-dedans, quoi. Ils sont dans leur méthode, ils déroulent leur truc, machin et tout. Je dis, mais arrête, 1 et 1, ça fait pas toujours 2, quoi. Parfois ça fait 3, parfois ça fait 1, parfois ça fait 4. Ouais, ils sont trop scolaires, ils ont pas la quinta, ils ont pas le goût du terrain. Puis ils ont peur de si tu as peur de perdre, tu peux pas gagner. C'est con ce que je dis. Si tu as peur de perdre, tu peux pas gagner. Et surtout, ce qu'on voit dans mon coaching que je vais leur apprendre, c'est que plus tu vas avoir peur de quelque chose, plus tu vas l'attirer naturellement. Exactement. Moi, je suis un garçon dangereux parce que quand je me mets dans la tête un truc, c'est comme si c'était déjà fait. Voilà, quand j'ai voulu acheter ici ce domaine, ce château qui me tenait à cœur, j'avais aucune raison d'être financé, de pouvoir le faire et tout. Mais j'étais sûr que je l'aurais. Et 15 jours après, j'avais les accords. Pourquoi? Parce que je l'ai vendu au banquier. Mais pourquoi? Parce que c'était tellement évident, c'était tellement ancré en moi, tellement dans la... que j'ai même pas eu du mal à le convaincre.
Mais c'est pour ça que quand moi j'ai lu tous les documents là ce matin, que j'ai relus, quand j'ai vu à un moment le mot consultant, je me suis dit, ouais, pour moi, Angèle, c'est pas un consultant. Euh, Par contre, quand j'ai lu le mot mentorat, on vend un mentorat, là, ça m'a parlé. Donc ouais, t'as Ouais. raison, t'as beaucoup plus le profil mentor que le profil consultant. Pour moi, t'es pas réellement un consultant de l'expérience que je commence à avoir avec toi et quand j'interagis avec toi. C'est pas la posture que t'as. Mais du coup, tu Moi, fais pour quoi? moi, pour moi, définitivement, je suis un mentor par l'expérience, l'acquis et tout. Et je suis Advisor. un coach, un vrai coach dans le bon sens du terme. Moi, un coach, c'est pour moi la définition d'un coach, parce que ça a été beaucoup galvaudé. Un coach, c'est un entraîneur. Et un entraîneur, pour moi, c'est simple. C'est quelqu'un qui fait monter les équipes dans un train et qui leur donne de l'entrain. C'est aussi con que ça, tu vois. On va pas chercher loin, quoi. Tu vois. C'est simple. Pourquoi je dis que je suis un coach? Parce que ce que je vois, c'est que j'ai une capacité de persuasion forte et j'ai une capacité d'entraînement des équipes fortes. Mhm. Et c'est là où je dis que je suis un vrai coach. Ok, donc on te définit comme coach, mentor, advisor Ouais. aussi. Ça te plaît ce mot ou pas? Advisor, je connais pas bien la signification. Advisor, c'est un conseiller, mais de haut de gamme, haut niveau. Un mec précis, qui a de l'expérience. Un advisor, c'est un mec, tu te réfères à lui parce qu'il a une expérience de malade mental. Ouais, ça oui. Ça oui. Mais par Je contre, tu vois, connaissais pas bien, mais ouais, tu vois, je pense ouais, que ouais, ouais, ça je oui. pense que le mot consultant, on va plus trop l'utiliser parce qu'en réalité, enfin, après, c'est toi qui décides, hein, mais moi, de mon retour marketing que je te dis, ça te reflète pas du tout. Et surtout, Non, et en plus, ce mot, il me plaît pas. Parce que dans le mot consultant, il y a con. consultant, ça fait vraiment le mec qui a rien fait de sa vie, qui est juste là pour, il consulte, Exactement. il sort de ses études et il va te recracher tout ce qu'il a appris alors que c'est périmé ce qu'il a. Non, moi, c'est pas du tout le cas. Et c'est ce que je disais à Joris et Yann. Moi, j'arrive chez quelqu'un, ça paraît con. Après, je mens. Parce que je dis, je suis pas du tout structuré. Mais c'est faux. J'ai tout préparé. Par contre, quand j'arrive dans une boîte, ah oui, j'arrive les mains dans les poches. Et en fonction du moment, j'aborde le sujet. Par contre, ça veut pas dire que dans ma tête, j'ai la stratégie bien établie, j'ai le plan, je sais où je veux aller. Hmm, ok. Et depuis combien de... C'est en quelle année que tu as eu ta première boîte? Pour que je situe un peu. Moi, j'ai monté ma première, on a frappé ma puce, non? Moi, j'ai eu ma première boîte en 1984. Allez, comme mon oncle, comme par hasard. C'est ce que je me disais en plus. 1984, première boîte. Ok. Ok. Julien, il faut que j'arrête là parce que c'est 8h26. Si tu veux, Ah, oh, ouais, je prends la bagnole. Si tu veux, on continue en appel téléphonique. vas-y, je suis Dans, chaud. là, je prends mon pull, mes affaires et je pars. Et dès que je suis sur la route, je t'appelle par Ok, téléphone. ok, on fait ça. Hein? Dans combien de temps à peu près? Dans 10 minutes. Allez, on fait ça. À dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. À tout de suite.